Merci d'avoir répondu présent à cette soirée dédiée donc, à l'investissement dans sa globalité. Je vais vous expliquer un petit peu le déroulé de la soirée. Donc ça va se passer en 4 temps. On va commencer avec Gaspard de Monclin qui est ici présent, qui va nous présenter un petit peu ce qu'il fait dans la vie, son parcours et comment on a été en relation. Ensuite, Rémi va présenter sa partie, notamment dans tout ce qui est stratégie immobilière avec sa stratégie spécifique d'achat-revente. Moi, je vais vous présenter ma partie majoritairement dédiée à l'investissement passif en bourse à travers une méthode simple et qui fonctionne depuis plusieurs années. Et ensuite, on aura une phase de questions-réponses. Donc, ce sera certainement 10 minutes de questions-réponses à la fin de la présentation de Rémi et 10 minutes à la fin de ma présentation. Et en 4e partie, donc il y aura une petite collation, un apéritif dînatoire, on va dire. Voilà. Et on va sélectionner 2, 3, 4 personnes qui souhaiteront être interviewées par notre monteur Kevin pour répondre à 2 ou 3 petites questions, savoir ce que vous avez pensé de la soirée, qu'est-ce que ça vous a inspiré, etc. Voilà. Ok. Je vais laisser la place à Gaspard. Je te laisse le micro. Ravi de vous rencontrer tous. Merci d'être là ce soir. Je m'appelle effectivement Gaspard de Monclin. Voilà, vous voyez, c'est ma photo, ma page LinkedIn. Je suis avocat. J'ai eu la chance de finir mes études à New York. Donc, je suis avocat au barreau de New York. J'ai travaillé après à Londres. Je suis ami au barreau de Londres. Et puis maintenant, je vis et je travaille à Paris. Et j'ai toujours été avocat pour des fonds d'investissement. Donc, j'ai appris cet art un petit peu bizarre, très technique, de structurer un fonds d'investissement, la réglementation, les pratiques, etc. Enfin, il y a 1000 complexités qu'on n'évoquera pas ce soir parce qu'elles n'ont aucun intérêt. Mais c'est voilà, cette science que j'ai apprise là-bas, dans une très très bonne école de formation qui était un gros cabinet américain qui accompagnait les très grandes sociétés de gestion. Donc, j'ai eu la chance, à leur côté, de découvrir ce métier, d'apprendre les meilleures pratiques, de découvrir les qualités des bons managers, des moins bons managers, arriver un petit peu à faire le tri de tout ça. Je suis revenu à Paris en 2020, c'était le Brexit et le Covid qui m'ont encouragé à rentrer à Paris, et j'ai créé mon propre cabinet en voulant m'adresser à de jeunes managers de fonds d'investissement. Donc des gens qui n'allaient pas lever des centaines de millions d'euros, mais qui allaient lever des millions d'euros, parfois des centaines de milliers d'euros, parfois des dizaines de millions d'euros, pour se lancer en tant qu'entrepreneur dans l'aventure du fonds d'investissement. Moi, j'étais assez frustré des très grosses structures et j'avais un esprit entrepreneurial. Donc, assez naturellement, j'ai eu envie d'accompagner des entrepreneurs dans le domaine que je connaissais. Et surtout, je constatais qu'il y avait un écosystème vraiment bouillonnant de jeunes managers qui avaient plein de bonnes idées, qui avaient des expériences, qui avaient des compétences, qui étaient en dehors des cadres, en dehors des sentiers très rodés, très battus de l'investissement traditionnel, parce que malheureusement, plus on a d'investisseurs dans un domaine, plus le rendement diminue. Par définition, les prix montent, donc le hedge qu'on peut avoir sur tel ou tel investissement est moins fort, le rendement est forcément affecté. Donc quand on arrive à se positionner dans des stratégies de niche, on arrive toujours à aller trouver des opportunités plus rares, moins bien pricées, avec plus d'upside, et c'est ce genre de manager qu'on a voulu accompagner. Alors il s'avère après qu'on a développé toute une technologie qui s'appelle Overlord et qui aide à prendre en charge toute la dimension back-office de ces fonds d'investissement. Alors encore une fois, c'est vraiment pas le plus amusant, c'est la domiciliation, la comptabilité, le juridique, ce genre de petites choses, en fait, pour décharger nos clients de tout le poids que représentait ce back-office sur leurs épaules et tout le coût aussi qui allait avec. Parce que avant, un fonds d'investissement, pour le structurer, il y avait des structures de frais très importantes qui faisaient qu'on ne pouvait pas lancer un petit fonds d'investissement. Et nous, on avait tout de suite compris que si on voulait pouvoir lancer des petits fonds, il fallait faire des petits frais. Et donc, c'est vraiment un écosystème très, très simplifié, très automatisé, en renégociant les marges partout pour que ce soit vraiment autant écrasé que possible et que des petites aventures d'investissement puissent exister. Donc, c'est le cœur de notre métier. On est allé plus loin que ça parce qu'en fait, notre technologie qui est tout le temps en marque blanche, je pense que vous la découvrirez au contact de Thibaut et Rémi, elle est vraiment pensée pour créer des écosystèmes d'investisseurs. Et nous, des écosystèmes, on en a des centaines. On voit des gens qui investissent dans des montres, qui investissent dans l'immobilier, qui investissent dans des cryptos, qui investissent dans les plus bizarres qu'on a pu voir, c'est peut-être des moutons, des portiques de voitures. Là, très récemment, on a fait des gens qui achètent des portiques de voitures et qui les louent, enfin,
tout est imaginable dans un fonds d'investissement. Et les écosystèmes qu'on crée servent à réunir tous ces investisseurs dans un espace de transparence, dans un espace simple où ils vont pouvoir suivre la performance de leur investissement. Ils vont pouvoir interagir avec le manager et les propositions qu'il veut leur faire. Ce qui fait qu'on accompagne aussi plein de gens qui sont dans l'investissement sans être des fonds en tant que tels. On a beaucoup de franchises, par exemple, qui font appel à notre technologie parce qu'ils peuvent, comme ça, lancer de nouvelles franchises en faisant des mini-fonds pour chacune de leurs franchises et se développer beaucoup plus vite, ou pour développer des filiales, faire du LBO, c'est-à-dire de l'acquisition d'entreprises avec effet de levier ou différents mécanismes. Donc on est vraiment au cœur de ces sujets d'investissement. Et notre mission, en fait, fondamentale, je pense que c'est peut-être ça qui est plus intéressant, et après je serais ravi de dire deux mots en guise de première partie sur nos deux présentateurs du jour. Notre mission fondamentale à nous, c'est de créer des ponts entre l'épargne populaire et l'entreprise. On le sait tous, bon, notre État n'a pas des finances publiques reluisantes, donc il ne va pas pouvoir assumer les charges d'investissement qu'on doit faire pour l'avenir, alors que Dieu sait qu'il y en a, la transition énergétique, réarmement, industrie, emploi, innovation, technologie, il y a énormément d'enjeux qui demandent beaucoup de financement. À côté de ça, on a 6 000 milliards d'euros sur le compte de particuliers qui ne sont pas utilisés, qui sont sur des comptes à zéro, qui dorment à la banque tout simplement. Les banques ne prêtent plus. En principe, ça allait assez bien parce que la banque recevait cet argent et elle faisait des prêts, mais toutes les statistiques démontrent que les banques sont de plus en plus frileuses. Elles ne veulent pas accompagner les entrepreneurs, elles ne veulent pas prendre de risques. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué comme moi, mais il y a 10 ou 20 ans, on payait beaucoup moins cher l'ensemble des frais bancaires qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, pour la moindre lettre, la moindre discussion, quoi que ce soit, la moindre carte, on a toujours des frais, parce que les banques se rémunèrent comme ça et ne font plus ce jeu de passerelle entre l'épargne populaire et le monde économique. Et donc nous, on réfléchit à des moyens de contourner ça avec des structures comme la nôtre, avec des technologies comme la nôtre, pour dire, bah, regardez, on peut avoir cette image quasiment d'un barrage qui retient des quantités incroyables d'eau, et alors qu'en dessous, il y a une sécheresse et on n'a pas assez de financement pour pouvoir alimenter toutes les entreprises, toutes les dynamiques entrepreneuriales qui pourraient avoir besoin de cette épargne populaire. Donc nous, fondamentalement, on est vraiment en train de construire des autoroutes, des ponts, des moyens pour que l'un aille vers l'autre facilement, en toute transparence, dans la légalité la plus parfaite, avec le moins de frais possible, que ce soit pas coûteux de mettre son argent chez un manager ou quoi que ce soit évident, transparent, en confiance. Il y a, hélas, et ça fait beaucoup de mal à cette profession, plein d'arnaques en ligne, mais ce qui prouve que des gens ont envie d'investir. On a vu des milliards et des milliards aller dans l'univers du Bitcoin, dans l'univers qui peuvent être de bons actifs, je ne dis pas, mais il y a beaucoup de crypto-monnaies qui aussi ont été des arnaques de manière très évidente. Beaucoup d'argent ont été perdu là-dedans. Et donc nous, on fait tout pour trier le bon grain de livret, vraiment faire des choses légales, saines, sereines, qui soient positives, qui viennent créer du dynamisme, de l'emploi, de la rénovation, de la transition énergétique pour les bâtiments, etc. etc. Bon, c'est vraiment le cœur de notre mission, c'est organiser ce mariage heureux au profit de tous, parce que finalement, les placements que peuvent obtenir les épargnants avec ces jeunes managers sont infiniment supérieurs à ce qu'ils obtiendraient dans un produit bancaire classique. Comme moi, vous êtes client des banques et les banques nous proposent rarement plus de quelques pourcents, voire 0% sur la plupart de nos placements, voire parfois nous prendre l'argent rien que pour laisser des comptes chez eux. Donc c'est vraiment l'idée de dire, bah voilà, il y a un monde parallèle qui s'organise en dehors des circuits classiques qui sont un peu trop sclérosés et pas assez dynamiques, et on essaye d'être un acteur de ça. Pour vous donner un ordre de grandeur, on a accompagné l'année dernière plus de 350 millions d'euros d'investisseurs petits ou grands. D'ailleurs, ça peut être des entreprises, ça peut être des particuliers, ça peut être des gens fortunés, des gens qui mettent 10 euros. Enfin, il y a vraiment de tous les univers pour aller vers des projets entrepreneuriaux de managers qui vont utiliser cet argent et le déployer au capital d'entreprise, dans l'immobilier, dans des actifs à rénover ou quoi que ce soit. Donc, tout type d'investissements qui peuvent être réalisés et qui vont, à la fin, profiter aux deux mondes. D'un côté, les investisseurs qui sont contents de voir leur argent utilisé. On n'a pas toujours besoin de l'argent qu'on a sur nos comptes. Parfois, tout de laisser là, c'est dommage. Et de l'autre côté, des managers qui vont en prendre soin dans la confiance avec leurs investisseurs pour pouvoir le faire fructifier au mieux.
Donc voilà quel est le cœur de notre mission. Et si je devais dire deux mots de l'aventure de Thibaut et de l'aventure de Rémi, je suis très heureux d'être là et j'ai voulu faire le déplacement vraiment non seulement pour voir cette belle ville de Valenciennes, évidemment, dont je profiterai demain toute la journée, mais aussi parce que c'est deux managers que j'apprécie énormément. Déjà humainement, mais bon, on s'en fiche un petit peu de l'humain finalement. Bon, c'est bien, mais c'est pas tout à fait le sujet d'aujourd'hui. Donc c'est déjà des types très bien. Mais surtout, je trouve que leurs stratégies sont extrêmement pertinentes. Et ce qui est amusant, c'est de voir que qui se ressemblent s'assemblent. Ils ont des stratégies, ils vont vous les décrire tout à l'heure, qui paraissent très différentes, très opposées. On va se dire, mais oui, on peut jouer facilement au jeu de cette différence, et il y en a plus que 7, c'est pas du tout la même chose. D'un côté, on est sur de la bourse, de l'autre sur de l'immobilier, l'international, du français. Il y a beaucoup de différences. Et en fait, fondamentalement, ce qui est intéressant dans leurs deux approches, c'est qu'il y a une rationalité économique qui est très bonne, très saine. D'un côté, cette stratégie que vous décrira Thibaut, qui est celle de l'ETF, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme un peu barbare, c'est des fonds qui sont passifs et qui jouent le marché, en fait, sur les marchés financiers. La statistique économique démontre que c'est très difficile d'aller battre le marché. Croire qu'on peut sélectionner soi-même les meilleures actions parce qu'on a le sentiment du vent qui va tourner, de la tendance de marché ou quoi que ce soit, en réalité, c'est un art qui, dans 80% du temps, est moins efficient que le marché lui-même, qui va dire, voilà, effectivement, telle action progresse, telle autre diminue, etc., etc. Et la stratégie ETF est simplement de répliquer le marché tel qu'il existe. C'est le bon sens paysan appliqué à la finance, qui était de dire, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, diversifiez, allouez sur un ensemble de valeurs plutôt que sur quelques valeurs, faites confiance à l'intelligence collective plutôt qu'à votre intelligence propre. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que cette stratégie passive permet d'avoir des frais très réduits. Comme on ne fait que répliquer un indice, en fait, on n'a pas besoin d'avoir des traders de génie ou quoi que ce soit qui sont derrière pour faire des algorithmes compliqués qu'on va payer extrêmement cher et qui vont derrière délivrer des performances qui ne sont pas suffisamment satisfaisantes. Donc cette stratégie-là, elle est très éprouvée, elle est démontrée, elle est efficiente. C'est pour ça que quand Thibaut nous en a parlé, on était très emballés de travailler avec lui sur cette stratégie qui nous semblait vraiment pertinente. On l'a accompagné pour structurer, penser le modèle économique, la gouvernance, etc., etc. Et aujourd'hui, on est très heureux de voir qu'il déploie cette stratégie. Et à l'inverse, Rémi, qui est sur une stratégie très différente, parce qu'on va se dire, mais c'est de l'immobilier, qu'est-ce que ça a à voir? C'est, je pense, le meilleur moyen de devenir très riche. Donc voilà, félicitations Julia, félicitations Rémi, vous allez bientôt être très très riche, de toute évidence. En fait, leur stratégie, ils vont vous la décrire, c'est de financer ce qu'on appelle des opérations de marchand de biens. En fait, le marchand de biens, c'est celui qui identifie un décalage, qui fait un arbitrage, qui comprend qu'il y a un immeuble qui est mal exploité, il n'est pas bien rénové, il n'est pas bien découpé, la parcelle est trop grande, etc., etc. Il va, en 6 mois, acheter le bien, le rénover, le retaper, le découper, faire ce qu'il faut et générer une plus-value derrière. Donc il y a un risque qui est très faible parce qu'en fait il y a un actif immobilier qui est derrière, qui vient assurer le minimum de la transaction, c'est-à-dire qu'au pire on se retrouve avec le capital qu'on a investi au démarrage parce qu'il n'y a pas de raison, l'immeuble peut s'effondrer, mais s'effondrerait-il, il y aurait évidemment des assurances ou des choses comme ça, donc c'est évidemment pas crédible. Donc c'est très rassurant et surtout c'est une manière assez évidente de profiter d'une anomalie de marché qui est de dire mais ce bien n'est pas exploité, moi j'ai la compétence pour mieux l'exploiter et pour pouvoir le revendre et en tirer une plus-value au profit de mes investisseurs. Donc ça marche très bien. Et lui, ce que fait Rémi, c'est encore plus intéressant parce qu'il est au-dessus de la mêlée. Il finance des opérations de marchands sans même mettre directement les mains dans le cambouis. Alors je sais qu'il en fait un petit peu, mais tu verras que rapidement tu arrêteras parce que tu gagneras plus d'argent avec ta stratégie qu'en le faisant par toi-même. Et simplement en allouant comme ça, moi on accompagne beaucoup de fonds. On a un de tes confrères qui a un fonds de 50 millions d'euros. Le mec, il n'a pas le bac, il a lancé tout seul après ses études, il a fait ses opérations tout seul, il a grossi. Et en fait, il a très peu de défauts et quand il a du défaut, en fait, il sait reprendre l'opération, il sait la mener à son terme. Et tous ces investisseurs ont toujours été très heureux des retours qu'ils ont pu obtenir sur ces stratégies. Donc, en fait, c'est un peu la même chose, c'est vraiment dire voilà comment on peut mettre en place une stratégie qui est utile, qui est bonne, qui est positive, parce que effectivement il y a des immeubles qui sont pas rénovés, qui sont pas conformes aux dernières normes d'économie énergétique ou autres, ou qui sont mal dimensionnés, qui sont pas proportionnés à la taille qu'attendent les habitants de cette ville. C'était trop grand, donc il a fallu le redécouper, ou une parcelle qui était inadaptée, qui aurait pu accueillir une autre maison ou quoi que ce soit. Comment on profite de cette anomalie, comment on la finance, et comment derrière on partage avec les investisseurs
investisseurs le gain qu'on réalise sur cette opportunité. Donc c'est deux stratégies qui sont, vous voyez, très différentes, et j'espère avoir juste effeuillé la chose pour vous laisser tous les deux la défendre par vous-même, mais je les trouve l'une comme l'autre extrêmement cohérentes, pertinentes, en résonance avec leurs compétences et leur curiosité propre, et c'est le profil assez archétypique des gens qu'on aime bien accompagner, qui sont des passionnés d'un milieu, qui n'en ont pas forcément fait leur carrière, parce qu'ils ont d'autres carrières en parallèle, mais qui veulent vraiment se consacrer, offrir ces opportunités à des investisseurs et partager avec eux la réussite financière qui va en découler. Je pense que c'est une excellente manière d'aborder cet univers du fonds d'investissement qui peut paraître très opaque, très lointain, un petit peu mystérieuse, parfois même je dirais obscure, voire dark. On croit que c'est forcément négatif, des gens qui tireraient des ficelles ou quoi que ce soit, mais en fait non, c'est vous et moi qui pouvons avoir une bonne idée à un moment, qui pouvons trouver une opportunité de marché, la proposer à une communauté d'investisseurs et faire en sorte, comme je le disais tout à l'heure, que l'épargne populaire ne soit pas prisonnière, dormante, inutilisée, inefficiente sur des comptes bancaires, et qu'elle aille au contraire abonder dans des projets intéressants, utiles, qui profitent à tous. Si derrière il y a des acquéreurs, c'est parce que évidemment c'est positif et que le marché approuve la stratégie qui a été déployée. Donc je vous remercie, je suis ravi d'être avec vous ce soir. Je ne sais pas si j'ai le droit de prendre des questions. Thibaut, tu peux tout à fait prendre des questions. D'accord, bah écoute. Merci Gaspard. Merci pour ta présentation. Je voulais juste ajouter une petite chose, si je peux me permettre. Dans ta complémentarité, c'est vrai que l'immobilier et la bourse, généralement, c'est un petit peu, c'est pas les mêmes domaines. Mais je dis toujours la même chose. On a pour réussir, on a soit le modèle des entreprises, l'immobilier et la bourse. Et généralement, ceux qui font de l'immobilier, ils ont beaucoup de cash flow, ils ne savent pas dans quoi le réinvestir et inversement. Donc c'est des communautés qui sont liées entre elles. Alors ce soir, ça a été notre souhait avec Rémi de justement mêler cette communauté d'investisseurs, parce qu'on a pensé que forcément il y avait des intérêts convergents entre les deux actifs. Voilà. Et c'est d'autant meilleur de diversifier, d'avoir une partie en immobilier, une partie en bourse, etc., et de le faire à côté de quelqu'un. Enfin, ça, c'est très important aussi, c'est-à-dire que on s'invente pas propriétaire immobilier en train de gérer un parc locatif ou quoi que ce soit. Enfin, c'est du travail, c'est un métier. On pense que c'est relativement accessible, ou investisseur en bourse, et en réalité, ça demande un bagage, ça demande des compétences, de l'expérience. Donc, moi, les seules fois où j'ai investi tout seul en crypto, j'ai perdu mon argent, c'était débile, et j'ai mérité de le perdre parce que c'était débile de l'avoir fait. Mais maintenant je fais attention, et quand j'investis, je fais confiance à quelqu'un. Je sais qu'il y a quelque chose à lui payer parce que c'est son travail, mais ça protège beaucoup mieux mon argent et ça me permet d'avoir de meilleurs retours, et surtout de faire travailler mon argent de manière beaucoup plus passive en étant tranquille. Et les quelques apparts que je possède me prennent beaucoup de temps et me rapportent évidemment pas les sommes que j'aimerais. Donc je confirme parfaitement ce que tu dis. Les synergies entre vous sont très évidentes. Alors, comme l'a un petit peu introduit Gaspard, moi je vais vous parler d'immobilier, qui est ma spécialité. Alors, qui parmi vous déjà détient de l'immobilier? Allez, donc il y a tout le monde en a. D'accord, super. Qui n'en a pas? Alors ok, bon, je suis désolé, tu vas me servir de cobaye. Quels sont peut-être les freins que tu as, si tant est que ce soit une envie de ta part d'investir en immobilier que tu as, et quelles sont les idées, peut-être les barrières psychologiques ou les freins que tu peux avoir pour investir en immobilier? J'en ai pas tellement, à part que factuellement. Donne-moi quelques-uns quand même, parce que sinon là ça va être difficile de démarrer. Aujourd'hui c'est financier, en fait, okay. Principalement. C'est pour l'apport, c'est ça? C'est pour l'apport, c'est pour un choix personnel de garder un effet de levier si je peux m'en servir autrement, parce que j'ai aussi des projets d'investissement en tête, assez particuliers. Mais voilà, pour l'instant je vais garder mon effet de levier, et après je ferai un choix, j'arbitrerai à un certain moment. Ok. Et pour les autres, peut-être, qu'est-ce qui, au quotidien, dans votre gestion immobilière, vous... Ce qui peut être un frein, c'est le temps à y consacrer. On sait que des fois, il y a des belles opportunités à faire, on n'a pas forcément le temps de s'y mettre. Parce que vous avez... L'immobilier, c'est pour aucun d'entre vous votre activité principale? Ok, donc vous avez tous des activités à côté, soit entreprise ou autre. Ok. Eh bien, pour commencer donc cette présentation de Capital Partners, j'ai fait un petit listing des freins, des problèmes qu'on peut rencontrer en immobilier, qui n'est pas une liste exhaustive et qui
qui n'est que mon point de vue après avoir réfléchi rapidement à la question. Il y a plusieurs choses. Déjà, pour investir en immobilier, on peut passer par une société d'investissement clé en main, ce qui facilite le processus d'investissement. Mais ce qui comporte, d'après moi, une contrainte majeure, c'est que cette entreprise, pour son accompagnement, va vous prendre des frais qui sont pas neutres. Et cette société doit traiter un tel volume de clients que, pour que ce soit un business viable, doit vous proposer des projets relativement moyens. Ce que j'entends par moyen, c'est en général, quand vous allez voir une société comme celle-ci, elle va vous proposer entre 8 et 10% brut de rentabilité sur les projets, à Valenciennes. À Paris, ça ferait rêver les investisseurs. Il peut y avoir aussi des programmes de défiscalisation. Le problème majeur de ces programmes-là, c'est que bien souvent, l'avantage fiscal que vous obtiendrez pendant la durée de détention du bien sera gommé lorsque vous revendrez, parce que vous avez acheté du neuf, très cher, bien souvent 30% au-dessus du... Je vois quelqu'un qui hoche. On pourra partager les anecdotes après pendant le cocktail dînatoire, mais vous allez perdre au moment de la vente l'avantage fiscal que vous aurez obtenu pendant la durée de détention, ce qui in fine en fait revient à avoir des soucis, avoir immobilisé du cash dans un projet qui in fine vous aura pas rapporté grand-chose. Il peut y avoir la location courte durée, ce qui, d'après moi, est le meilleur moyen de vous créer une seconde activité professionnelle, parce que même si c'est très alléchant sur le papier, parce que les rentabilités proposées et pour être obtenues sont importantes et alléchantes, il y a quand même, c'est une vraie activité de gestion, pour le coup, que vous aurez, même si vous passez par une conciergerie. Parce que la conciergerie, un jour, elle ne pourra pas passer, elle sera absente, malade, ou qu'importe, ou ce sera mal fait. Et vous serez dépendant de cette conciergerie. L'immobilier pro, j'en suis un adepte. Le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps avant de pouvoir saisir des opportunités, parce que c'est un peu un marché d'initiés, bien plus qu'une maison ou un appartement. Donc même si c'est un bon moyen, il va falloir beaucoup de temps avant de dénicher la bonne affaire. L'immobilier résidentiel, je l'ai résumé à cette petite phrase, c'est une anecdote vécue sur un immeuble que je suis en train de vendre d'ailleurs en ce moment. Un jour, un locataire qui m'appelle un dimanche en me disant « j'ai mon voisin qui fait trop de bruit, est-ce que vous pouvez intervenir ?» Enfin, moi, j'habite à une demi-heure ou 3/4 d'heure du bien. Je dis, je vais faire quoi? Je vais appeler le locataire en disant, excusez-moi, baissez un peu le volume. Enfin, et à un moment donné, les gens attendent de nous, en tant que propriétaires, énormément, alors qu'il aurait pu aller le rencontrer et lui dire, écoutez, est-ce que vous pouvez pas baisser un peu le volume? Sans parler de la gestion donc des locataires, dont je viens quand même de parler, du fait que ce soit très long et du suivi parfois des chantiers qu'il y a lieu de faire lorsque vous souhaitez faire des travaux. La proposition de Capital Partners, c'est de vous permettre d'investir ensemble sur des projets sur la base de votre capital, pas en faisant appel à la banque, pas en allant emprunter de l'argent, mais sur la base de votre capital et de partager les bénéfices d'opérations de marchand de biens. Donc voilà un petit peu la mission et la vision de Capital Partners. C'est de permettre à des investisseurs qui ont envie de s'exposer à ce type d'actifs immobiliers, qui n'ont pas forcément ni le temps ni les connaissances de pouvoir le faire sur la base de leur capital. Et la vision, c'est un petit peu de devenir, comme l'est Gaspard aujourd'hui, l'intermédiaire, si je puis dire, entre des opérateurs immobiliers, des gens qui font des opérations, et les investisseurs. Gaspard est l'intermédiaire entre des gens qui ont envie, comme nous, de lever de l'argent, et puis d'autres qui ont envie de l'investir. Donc, les opérations qu'on va faire sont des opérations de marchand de biens dites express, et je reviendrai un petit peu sur le terme après. Les opérations, quelles sont-elles? Donc, les opérations sont les opérations financées de l'UMDB. L'UMDB, qu'est-ce que c'est? C'est l'Union des marchands de biens. C'est un réseau national de marchands de biens qui a été créé par Nassim et Hugo, qui sont deux nordistes que je connais déjà depuis quelques années, qui est un réseau dans lequel on vient unir nos forces pour faire des opérations. Parfois, certains ont de l'argent, parfois d'autres ont du temps. Tous ont envie de faire des opérations de marchands et se regroupent ensemble pour mener à bien ces opérations. Nous, ce sont ces opérations-là, de ce réseau-là, qu'on va financer. Je suis moi-même adhérent au sein de l'UMDB et j'ai, disons, un pied, disons, enfin, je suis membre de l'UMDB.
Donc l'équipe, la voici, donc Nassim et Hugo qui sont les cofondateurs de l'UMDB. Nassim qui est lui marchand depuis une dizaine d'années maintenant, qui avant avait une boîte dans les énergies renouvelables et qui l'a revendu et qui ensuite s'est un petit peu ennuyé, a décidé de passer sur des opérations immobilières de marchand de biens et qui s'est associé ensuite à Hugo qui est donc cofondateur de l'UMDB, qui lui a un parcours plus au sein du bâtiment. Et moi, donc, fondateur de Capital Partners et qui a investi dans l'immobilier depuis 2019. Donc, les types de projets. Tout à l'heure, j'expliquais qu'on va faire des opérations de marchand de biens de type express. Alors, qu'est-ce que j'entends par des opérations de marchand de type express? En fait, tout à l'heure, Gaspard, tu parlais d'une opération immobilière sur une durée de 6 mois. Le temps d'acheter, de faire les travaux, de revendre. Nous, on va essayer de réduire au maximum la durée de l'opération, ce qu'on appelle le temps de portage, sur une durée ici moyenne de 4 mois. Comment on va le faire? On va faire un minimum de travaux possible pour réduire le risque et pouvoir enchaîner les projets les uns après les autres. Ça, c'est vraiment la stratégie qui est suivie par l'UMDB, que moi j'adopte aujourd'hui et que je pratique. Donc le temps moyen est contraint à 4 mois environ. On va chercher des rentabilités brutes entre 30 et 50%, parfois un peu au-delà, et avec pas ou peu de travaux. Alors, le peu de travaux sur lesquels on va s'engager, c'est pose de compteur par exemple Enedis ou Suez pour l'eau. Il va y avoir une découpe du cadastre avec un géomètre, c'est à peu près tout. On va pas toucher au gros œuvre, on va pas refaire de toiture ni de peinture. On va rien faire de tout ça, justement pour limiter le risque lié à l'opération, parce que quand on fait des travaux, ça veut dire aussi plus de risques. Donc on vient limiter les travaux pour limiter le risque. Je me méfie parce que parfois ça va un peu... Ouais, voilà, voilà, bingo. Alors, le track record. Donc ces projets-là, ce ne sont pas les miens, ce sont ceux du réseau UMDB. Mais voilà un petit peu le track record sur voilà, quelques projets qu'on a réalisés en 2024. On a fait par exemple un projet à Dieppe, où on a généré 508 000 € de chiffre d'affaires. Alors en immobilier, ce qu'on appelle le chiffre d'affaires, c'est le produit de cession. C'est-à-dire c'est la valeur de revente du tout. Donc de cela, il faut déduire l'achat, tous les coûts intermédiaires, notaire, géomètre, etc. et la revente. Vous voyez, temps de portage 3 mois, alors je ne vais pas tous vous les décrire, mais le premier à Dieppe, on est sur un temps de portage de 3 mois, celui à Rennes 2 mois, Lille 2 mois, Strasbourg 5 mois et Roubaix 15 jours. Alors vous avez un petit descriptif à chaque fois en dessous, donc c'est systématiquement de l'achat-revente, parfois de l'achat-revente en l'état, c'est-à-dire on a, comme le disait Gaspard tout à l'heure, identifié une anomalie de marché, on a identifié une bonne opportunité, on l'a saisie, parfois on a réglé... Et je vais dire, on a mis un locataire dehors ou bien on a géré un litige ou quelque chose et puis on a revendu en l'état. Parfois aussi, c'est une revente à ce qu'on appelle à la découpe, c'est-à-dire un immeuble acheté en bloc, revendu lot après lot, ce qui permet de faire comme n'importe quel commerçant, c'est-à-dire acheter des gros volumes et revendre au détail. Donc ça, c'est typiquement le type d'opération que l'on réalise au sein de l'UMDB et demain sur lesquels vous pourriez être amené à vous positionner en tant qu'investisseur. Pour bien comprendre, qui achète? C'est l'Union des marchands de biens? C'est Hugo et Nassim. C'est Hugo et Nassim. C'est pas, vous n'êtes pas associé, j'y reviendrai un petit peu après, mais vous n'êtes pas marchand. Vous n'êtes pas marchand, vous ne prenez pas le risque aussi que prend le marchand. C'est leur société de marchand de biens? C'est leur société de marchand de biens. D'accord. J'y reviens un petit peu après. Non, vas-y. J'y penserai pour la prochaine fois, je changerai l'ordre des slides. 2 projets sur lesquels je peux davantage m'exprimer parce que ceux-là sont ceux sur lesquels je suis directement impliqué. La Sentinelle, ici à côté de Valenciennes, donc c'est une opération sur laquelle on achète un lot de 3 maisons. On achète grosso modo 200 000 € les 3 maisons. On revend à la découpe l'une après l'autre pour dégager à peu près 100 000 € de marge. C'est une opération que l'on n'a pas encore achetée. On a signé le compromis, donc on est engagé. On n'a pas encore acheté, on n'a pas encore décaissé l'argent. Pour autant, on a déjà pré-commercialisé 2 lots sur les 3. Ce qui signifie qu'on a
2 acquéreurs qui nous achèteront 2 des 3 lots à vendre et qui nous permettront en fait tout de suite d'arriver à notre point d'équilibre. Donc finalement, en moins de 3 mois, on aura déjà récupéré notre argent de départ et il reste le dernier lot à vendre. Cesson Sévigné, ça c'est un projet sur lequel moi-même j'ai investi, que je vais décrire juste après. Donc c'est un ensemble d'entrepôts. Ici, vous voyez, il y a 4 entrepôts. On a racheté l'intégralité de l'entrepôt pour revendre à deux acquéreurs différents, 2 lots en fait, de part et d'autre, ce qui nous a permis de dégager 750 000 € de marge. Donc je vais vous détailler un petit peu cette opération. Cesson Sévigné, donc le prix d'acquisition 2,3 millions pour le tout. On a tous les frais, frais de notaire, taxes foncières, géomètre, etc. On a un coût d'acquisition total à 2 550 000 et on a 2 acquéreurs positionnés à 850 et à 2 450 000 pour 3 300 000 €, ce qui nous permet de dégager 750 000 € de marge. Encore une fois, avant d'acheter, avant de concrétiser l'achat et de décaisser, on avait déjà nos 2 acquéreurs, avec 2 offres signées, l'un sans condition de financement et l'autre avec une condition de financement sur un tiers de la valeur. Ce qui nous permettait avec les bilans d'assurer à peu près la chose en se disant ok, ça va aller au bout. Et effectivement, ça allait au bout, on a signé le notaire ici aujourd'hui. Alors, on va aborder la question de Marie. Répartition de la marge. Donc, je vous ai expliqué, les opérations financières sont celles de l'UMDB. Au sein de l'UMDB, vous avez 3 profils. Vous avez d'une part le prospecteur, celui qui source l'affaire. Vous avez l'opérateur, celui qui achète véritablement, Hugo et Nassim. Et vous avez les financeurs. Pour le projet, par exemple, de la Sentinelle, moi, j'étais un prospecteur. C'est-à-dire que je perçois 30% de la marge qui est dégagée sur l'opération. Ce n'est pas moi qui achète, je suis payé une fois que tout est vendu. Hugo et Nassim donc, sont les opérateurs. C'est eux qui achètent avec leur société de marchands. Et vous avez la possibilité de vous positionner en tant que financeur. Okay ? La répartition de la marge est la suivante. 30% pour le prospecteur, 30% pour l'opérateur et 40% pour les financeurs. Donc Capital Partners vous permet de vous positionner en tant que financeur. Aujourd'hui, le rendement prévisionnel brut annualisé est d'environ 15%. 15%, ça correspond environ à 2 opérations par an. Donc on l'a vu, une opération en moyenne dure 4 mois. Je garde une marge de sécurité, on va dire, je prévois de faire 2 opérations par an. Ce qui nous amènerait à peu près une rentabilité de 15%, déduction faite de tous les frais. Ça vous permet d'investir à partir de 10 000 €, ce qui n'est pas forcément possible sur des projets où on lève 1 million ou 2 millions, où souvent le ticket d'entrée c'est 50 000 €. Et vous avez donc la sécurité, c'est-à-dire qu'une fois investi dans le fonds, chaque projet est soumis au vote des investisseurs via la plateforme que propose Gaspard. Donc vous avez la possibilité soit de ne pas voter et par défaut en fait le vote est validé, on va dire, soit de voter non, auquel cas vous êtes intégralement remboursé du capital et des intérêts qui auraient été générés sur les précédentes opérations. Et vous avez une sortie qui est possible après chaque opération. C'est-à-dire vous mettez, admettons, 50 000 € dans le fonds, on fait 1, 2, 3, 4 opérations. Au bout de la 4e, la prochaine ne vous plaît pas, vous décidez de sortir, vous sortez à ce moment-là. Vous êtes intégralement remboursé. Alors, ce qu'on fait finalement, c'est du crowdfunding, ni plus ni moins. On fonctionne de la même manière qu'un clubfunding, qu'un Tokimo, qu'un Brix, qui sont les exemples que vous pourrez retrouver et qui sont les leaders, on va dire, du marché. La principale différence entre eux et nous, c'est que nous, on finance nos propres opérations. On n'est pas un simple intermédiaire. Là où Clubfunding va mettre en relation des investisseurs avec des opérateurs, nous, on vous met en relation avec directement un no deal. Ce qui vous assure qu'on soit du même côté, parce que nous, on est impliqué, on achète les opérations. On a tout un... Bonjour Kevin. On a tout intérêt à ce que l'opération se passe bien, qu'elle aille le plus vite possible et qu'elle rapporte le plus possible. Les rendements bruts annuels sont supérieurs aussi du fait de notre stratégie. On fait de l'achat-revente express et le temps de portage aussi moyen qui est bien plus court que les autres clubfunding. Alors tout ça est une obligation qu'ils ont de publier un petit peu leurs stats, leurs KPIs. Donc tout ça, vous pourrez le retrouver sur leur plateforme. Les temps de portage moyens chez Clubfunding, c'est 22 et ça va à 31 et à 15 pour Tokimo.
Donc, les possibilités de sortie après sont semblables. Les gestions de l'investissement, tout se fait via une plateforme web. Le mode d'investissement, donc, sont des obligations. J'y reviendrai un petit peu après sur ce point-là. La garantie de dépôt, il n'y en a pas. Ça reste du quel. Si je peux me permettre, vas-y. Je vois le nom d'autres de mes clients. Ah, je ne savais pas. Et ce qui est amusant, c'est exactement ce que tu dis, c'est que comme avec ces plateformes-là sont des intermédiaires, et en fait, la différence de rendement, c'est ce que fait. Et c'est pour ça que ton opération est bien plus rentable. Tu me diras qui après. Ça commence par un B, mais je dirais avec. Ouais, c'est bon. FAQ, donc je vous ai mis quelques questions que vous pourriez avoir pour anticiper un petit peu sur la période d'après. Comment fonctionne le processus d'investissement? Alors je l'ai un petit peu décrit. Grosso modo, à la fin de la présentation, vous aurez un petit QR code sur lequel vous pourrez scanner. Vous serez renvoyé vers la plateforme de Gaspard. Vous pourrez vous enregistrer nom, prénom, adresse mail. Ça me permettra de vous recontacter. Vous pourrez ensuite investir vos premiers 10 000, 20 000, 30 000 euros, peu importe. Dès lors, vous aurez accès à toutes les affaires à venir, toutes les affaires qui seront à financer. Vous aurez le projet qui vous sera envoyé avec tous les éléments, que ce soit les compromis, les promesses d'achat, de vente, etc. Et à ce moment-là, vous pourrez vous positionner. Est-ce que oui, je décide d'y aller? Quel cas, très bien. Sinon, vous êtes intégralement remboursé de votre capital. Comment les rendements sont-ils distribués? Alors, c'est un système obligataire. C'est-à-dire que vous n'êtes pas associé de Capital Partners, vous êtes créancier. Créancier, donc ça signifie qu'il y a un coupon qui est versé après chaque opération, ou si vous souhaitez réinvestir les intérêts peuvent être réinvestis, et à ce moment-là, vous faites augmenter la boule de neige, et puis vous serez distribué, enfin les coupons seront versés quand vous le désirerez plus tard. Et donc c'est assimilé à un produit financier. Si vous êtes personne morale à l'IS, produit financier, si vous êtes à l'IR, après c'est taux marginal, le TMI. Quels sont les principaux risques liés à l'investissement? Pour moi, il y en a un principal, et ça a d'ailleurs été évoqué par Gaspard, c'est que le temps de portage soit plus long que présenté. Il y a malheureusement des choses desquelles on n'est pas, sur lesquelles on n'a pas la maîtrise, notamment nos acquéreurs. Par exemple, on fait en sorte de bien sélectionner nos acquéreurs et de sélectionner des acquéreurs qui vont aller au bout, parce qu'il n'y a rien de pire que de s'engager, passer 3 mois avec un acquéreur. Je parle sous le contrôle d'un agent immobilier dans la salle. De bloquer un bien pendant 3 mois avec un acquéreur qui veut absolument acheter, mais qui au final ne conclut pas, soit parce qu'il n'a pas le financement, soit parce qu'il a changé d'idée. Donc c'est le principal risque. Maintenant, il est limité par le fait qu'on achète toujours très bien et qu'on préfère une opération qui se conclut rapidement qu'une opération qui rapporte énormément. On préfère vraiment liquider rapidement les actifs, ne pas laisser le cash immobilisé trop longtemps. Donc on est prêt à réduire parfois la rentabilité pour que ça aille vraiment au bout. L'opération du moment, alors malheureusement elle a été finalisée, conclue, donc elle est plus tout à fait actuelle, elle a été financée, mais enfin c'était la dernière à laquelle vous auriez pu participer. C'est un immeuble à Bordeaux. D'ailleurs c'est une opération qui a été amenée par Nathan, le directeur opérationnel de l'UMDB, donc quelqu'un qui a une grosse expérience, notamment qui a travaillé chez Nexity pendant quelques années. C'est un immeuble de rapport à Bordeaux qui a été acheté quelque chose comme 800 000 euros, je ne vais pas dire de bêtises, mais enfin on est entre 800 et 900 000 euros, et qui va être revendu à la découpe. Il y a 7 appartements, 4 sont déjà pré-commercialisés, donc on a déjà les acquéreurs pour les 4 logements avant d'avoir acheté l'intégralité de l'immeuble. Avec 4 acquéreurs, on est à peu près break-even, donc on est à peu près à l'équilibre sur le coût de l'opération. Grosso modo, donc c'est un achat-revente donc à la découpe, ça je l'ai dit, marge 275 000 euros, avec un temps de portage de 4 mois, parce qu'en fait il reste les 3 appartements à revendre. Aujourd'hui on a acheté là il y a une semaine. Et encore une fois, les prix de vente, alors je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de gens qui connaissent bien les prix de l'immobilier à Bordeaux, mais en moyenne à Bordeaux on est plutôt autour des 5 000 euros sur ce type de bien-là et dans ce quartier-là. Donc vous voyez, sur nos opérations, ce qu'on veut, c'est que ça sorte vite,
Donc on n'essaye pas de vendre et d'obtenir une marge énorme, on essaye de faire quelque chose de réaliste. Et aujourd'hui, on est positionné à 4 000 € du mètre sur les appartements. On a une rentabilité globale sur ce projet-là prévisionnelle et vraiment, comme je vous le disais, conservatrice, de 31%. Et donc je reviens à ma slide précédente. Il y a un tiers pour le prospecteur qui a trouvé l'affaire, un tiers pour les opérateurs et 40% pour les financeurs. Donc vous voyez, c'est à peu près 10%, un peu plus de 10% réalisé sur 4 mois. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Donc si vous voulez qu'on en échange un petit peu, pour ceux qui n'ont pas mes coordonnées, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone. Et si vous souhaitez saisir la prochaine opportunité, vous avez la possibilité de scanner le QR code pour vous enregistrer. Merci Gaspard. Pour vous enregistrer, ça n'engage à rien et puis après on en rediscute plus tard. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur. Merci pour la question. Fiscalement, tu le gères comment derrière? C'est-à-dire? Vaut mieux que ce soit fait en perso, vaut mieux que ce soit fait via une holding, vaut mieux que ce soit fait comment derrière? Ça dépend de ta situation. Je vais la répondre. Ah ben... C'est nous qui l'avons fait. Oui, la réponse est bonne d'ailleurs. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Si vous le faites à titre personnel, vous aurez la flat tax à payer sur les retours que vous aurez générés. Ça reste du classique en avait. Exactement. Et si c'est par le biais de votre holding, alors ce sera le résultat sur le résultat financier sur le Et du coup, pourquoi est-ce que les concurrents ne cherchent pas à réduire leurs délais? Parce que là, du coup, ils ont des délais qui sont vraiment beaucoup plus longs. Parce qu'ils font pas le même, en fait, ils font pas la même activité. Dans l'univers marchand de biens, il y en a finalement très peu qui travaillent de notre manière. C'est-à-dire qu'ils font des opérations avec un temps de portage vraiment réduit. Il y en a beaucoup. En fait, beaucoup sont financés via Club Funding, notamment sont des promoteurs qui ont des temps de portage très longs, pardon, liés au fait que ils ont des permis à obtenir, à déposer, ils ont des autorisations à obtenir, ils ont après la construction. Donc c'est vraiment une autre activité. Et c'est finalement pas les mêmes projets qui sont financés sur les plateformes que j'ai présentées avant par rapport aux nôtres. Et en termes de niveau de transparence, parce que là, typiquement, effectivement, les chiffres sont partagés, mais typiquement, une fois que la personne investit, elle a accès aux documents légaux. Elle a accès à tous les documents auxquels moi j'ai accès. Vous y avez accès. Elles sont toutes mises sur la plateforme. J'ai pas prévu de faire une présentation de la plateforme parce que c'est pas le sujet, c'est pas hyper intéressant, mais grosso modo, on a une plateforme qui centralise tout, que ce soit les statuts de Capital Partners, le CAVIS, etc., mais aussi toutes les informations relatives au projet financé. Donc vous avez par exemple sur le cas de Cesson-Sévigné, vous avez des plans, le plan du cadastre, vous avez les statuts des sociétés acquéreuses, vous avez les statuts de la société qui achète, de la nôtre, vous avez toute une présentation qui est faite pour présenter l'opération de manière assez générale, assez poussée sur les chiffres. Avec, vous voyez les chiffres que j'ai présentés sur Cesson, c'est un extrait en fait de la présentation plus générale sur le projet. Donc vous avez accès à toutes les informations auxquelles moi j'ai accès, qui sont directement accessibles via la plateforme. Donc je vais vous présenter mon projet. Donc moi c'est Smart Momentum Invest, c'est une méthode d'investissement sur le long terme qui permet d'investir passivement, de façon automatique, économique avec peu de frais et performante d'après un track record qui, on va dire, date de, on va prendre 2007, donc pour être assez précis. Donc l'objectif de cette présentation, c'est vraiment de vous expliquer un outil de diversification patrimoniale pour l'investissement personnel ou via une société, d'apporter une alternative à l'investisseur par rapport à tout ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Donc je parle des banques, des assureurs, des fonds, des assurances-vie, etc. J'ai rien contre les banquiers, j'ai rien contre les assureurs, je les adore, mais il y a un moment, il y a des limites. Donc je vais mettre les deux pieds dans le plat et je vais vous expliquer parce que ça me tient vraiment à cœur. D'appliquer une méthode éprouvée et reconnue. Donc nous on a la chance,
J'ai la chance d'avoir une méthode qui existe depuis un certain nombre d'années et qui a été éprouvée et dont le track record est plutôt pas mal. Et ensuite, donc, de construire un partenariat gagnant-gagnant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque les investisseurs investissent dans le fonds, c'est vraiment un partage de la plus-value qui se fait à la fin. Et on n'a pas un modèle économique type bancaire ou assureur dans lequel on a des frais de gestion pendant toute la durée de vie, que le fonds performe ou pas. On a des frais d'entrée et des frais de sortie. Nous, on est en dehors de ça. Donc le plan, donc il est simple, hein. Aujourd'hui on va faire un constat général de l'investissement en France. On va voir le système actuel, qu'est-ce qui existe aujourd'hui. L'enjeu majeur, en fait, ça va être un peu la problématique que je rencontre souvent. La mission du véhicule d'investissement et une solution qu'on va essayer de proposer aux investisseurs. Il en existe plusieurs, mais je vais vous présenter la mienne. Donc déjà, qui suis-je? Donc je m'appelle Thibaut de Zutter, j'ai 44 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, j'habite à Valenciennes, je suis pas né à Valenciennes, mais j'habite à Valenciennes. On développe une société de produits métallurgiques avec ma femme depuis plusieurs années. Et moi, j'ai toujours été passionné de finance depuis de l'âge de mes 17 ans. J'ai eu l'occasion de faire une immersion aux États-Unis à Chicago en 2001, si mes souvenirs sont bons. Donc on était 3 mois en immersion totale en université, on apprenait l'anglais, l'économie, etc. Et à un moment donné, il y a un de nos professeurs qui vient nous voir et qui nous dit bah, demain, si vous voulez, ou dans 2 jours, on peut aller visiter le Chicago Board of Trade. Donc le Chicago Board of Trade, il faut savoir que c'est la plus grosse bourse au monde de matières premières. Il y a beaucoup de dérivés et ça a été une expérience qui a été décisive pour moi parce que on est rentré dans la salle, c'est un énorme bâtiment et j'ai vu des traders, des courtiers, des market makers et des intermédiaires crier dans tous les sens avec 4 téléphones sur chaque oreille, limite en train de se battre et je me suis positionné sur la plateforme, j'ai vu ça et j'ai dit c'est ça que je veux faire. Voilà. Donc il y a déjà depuis 2001. Chose que j'ai faite dès 2004. Donc j'ai travaillé en tant qu'intermédiaire financier, donc courtier sur tout ce qui est marché dérivé d'actions à Paris chez une société qui s'appelle Tradition Securities and Futures. Après je suis parti à Londres pour développer le desk à Londres pour être plus proche de nos clients. Et voilà, donc j'ai fait ça pendant une bonne quinzaine d'années. Et depuis 2014, donc moi j'ai toujours investi personnellement, hein, alors pas de la meilleure façon au début, parce que forcément on n'a jamais été formé à investir, on a été formé à notre métier qui est l'intermédiation, un petit peu comme Rémi, l'achat-revente de produits financiers ou autres, et j'avais jamais été formé dans le domaine de l'investissement, qu'est-ce qu'il fallait faire pour investir correctement, faire grossir son patrimoine, etc. Donc voilà. Donc là, moi, le momentum, la méthode dite du momentum, c'est une méthode que j'utilise personnellement depuis 2014. Donc, bien avant de structurer le fonds, j'étais déjà en connaissance et en application de cette méthode que je vais vous présenter un petit peu plus tard. Voilà, donc le constat aujourd'hui, bah, il est simple. Moi, j'aime bien commencer un peu comme Gaspard disait tout à l'heure. Quelle est la situation de l'épargne aujourd'hui en France? Donc, on a un constat. On a les Français. On est le peuple européen qui épargne le plus de ses revenus du travail, à peu près 20%. Mais le problème, c'est que les 20%, ils sont pas souvent investis correctement. Donc les raisons, bah, j'en ai un petit peu parlé, hein, le manque d'éducation financière, je pense qu'il y a personne ici qui a eu des cours de gestion d'argent à l'école, il y a personne qui a eu des cours d'éducation financière, à ma connaissance ça n'existe pas, donc c'est vraiment quelque chose qui manque en France. En France, on a aussi une spécialité, donc c'est qu'on a une dépendance, une grosse dépendance quand on parle d'investissement à l'État. Parce que l'État, on a un système de retraite par capitalisation, enfin répartition, excusez-moi le lapsus, qui est totalement géré par l'État depuis X années. Donc à l'époque, ça allait parce qu'il y avait que 4-5 actifs pour un retraité. Aujourd'hui,
la situation s'est totalement inversée. Et si mes chiffres sont bons, on doit être à 1,6 actifs pour un retraité. Donc il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr ou de Polytechnique, HEC, j'ai rien contre ces écoles-là, pour comprendre qu'il va y avoir un problème. Pour comprendre qu'il va y avoir un problème dans les années qui arrivent. Il y a aussi un système de l'épargne et de l'investissement qui est majoritairement structuré par l'État. Donc on a tout ce qui est assurance vie, livret A, PERP, j'en passe et des meilleurs, qui sont vraiment des produits que l'État a créés pour drainer une épargne, faire vivre les intermédiaires et surtout drainer l'épargne pour son propre compte, pas pour le compte des Français ou de l'épargnant. Donc les faits, aujourd'hui on a, je crois que c'est 3 000 ou c'est 6 000 milliards, Gaspard, qui dorment sur des comptes. En France, c'est 6 000. Ouais. Ok, alors moi mes chiffres étaient faux, parce que j'ai trouvé 3 000 milliards ou 3 200 milliards, donc c'est supérieur à ça, donc c'est bien 6 000 milliards qui dorment sur des livrets A, ouais, sur des comptes à terme, sur des comptes courants. J'adore raconter cette anecdote-là, mais l'autre jour, je suis allé voir un de mes amis qui est investisseur du fonds et qui m'a montré son relevé de compte, Boursorama. Je cite pas la banque, mais bon, voilà. Il me l'a sorti et j'ai été effaré par la somme qu'il avait sur son compte courant. Bon, je peux vous le dire, il y avait 350 000 euros sur un compte courant. 300 000. Ouais, 350 000 euros qui étaient sur son compte courant. Je lui ai dit, t'es un grand malade, demain Boursorama ça saute ou il y a un problème majeur en France, qu'est-ce que tu fais? Tu ne revends pas ton épargne? Si, il y a 100 000 euros de garantie, etc. Ok. Et il me dit, bah, qu'est-ce que je dois faire? Dans quoi je dois investir? Comment je dois m'y prendre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il me dit tout de suite, bah, je vais mettre les 350 000 euros dans ton fonds. Je lui fais, non. Écoute, si c'est la totalité de ton patrimoine, tout de suite, non, parce qu'on ne respecte pas la notion de diversification et de répartition des risques. Donc je lui ai dit, on va se calmer, tu vas prendre on va regarder ensemble, il y a peut-être d'autres choses à faire, il y a peut-être de l'immobilier, il y a peut-être une boîte à acheter, il y a peut-être un appartement à acheter pour toi. Voilà, il y a différents supports qui peuvent exister pour répartir ton investissement. Et cette personne-là a mis une certaine somme, moins de 50 000 euros, dans le fonds et aujourd'hui a réussi à diversifier ses investissements sans les laisser sur son compte courant. Voilà, donc pour moi, ça c'est un énorme risque et il n'y en a pas beaucoup qui s'en rendent compte. Voilà. Les conséquences aujourd'hui et dans plusieurs années. Donc pour moi, c'est un énorme manque à gagner, c'est considérable pour l'enrichissement personnel des épargnants. Parce qu'ils ne savent pas dans quoi investir, ils le laissent en banque et généralement la banque, elle le laisse pas tourner, elle le laisse pas stagner cet argent-là. Elle le fait travailler pour elle le prête, elle le met à la BCE, plein de choses. Une perte progressive de liberté financière future, donc pour les années qui arrivent, et surtout, c'est, on n'en parlait pas depuis plusieurs années. C'est vrai que c'était un petit peu tombé aux oubliettes et on n'est pas une génération qui ait vécu cette période des années 70, celle de nos parents, dans laquelle il y a eu énormément d'inflation. On a eu jusqu'à 15 à 16% d'inflation dans les années 70-80. Nous, on a toujours vécu plutôt en période de déflation, on va dire, ou de l'inflation maîtrisée, qui était entre 2 et 3% annuellement. Et là, on s'est rendu compte, après le Covid, que les choses avaient changé et que les taux étaient remontés en Europe et aux États-Unis. Donc l'inflation, c'est quoi? C'est l'érosion, tout simplement, de votre capital qui dort. On ne le voit pas. Et ce que j'aime aussi dire, c'est que ça peut être un impôt déguisé. Donc c'est l'État qui peut le provoquer, ou la BCE ou la Fed, pour justement grignoter le capital des épargnants au fur et à mesure des années, mais sans s'en rendre compte. Alors ouais, vous allez vous rendre compte au niveau de votre pouvoir d'achat. En 1980, vous aviez 1 000 euros, vous achetiez un certain nombre de choses. Aujourd'hui, c'est peut-être 500 euros. 1 000 euros de 1980, c'est divisé par 2 en termes de pouvoir d'achat par rapport à aujourd'hui. Voilà. Mais ça, on s'en rend pas toujours compte. Donc le système actuel, bon, je vais revenir là-dessus, hein, le système bancaire que j'adore. Donc il capte l'argent et le fait fructifier pour la banque principalement. Aujourd'hui, citez-moi une banque qui rémunère les comptes de dépôt. Moi j'en connais une. Enfin 2. Il y a Revolut et il y a Trade Republic. Caisse d'épargne, SocGen, BNP, Crédit Mutuel, etc. Ils vous donneront jamais 2 ou 3%
sur vos comptes courants. Donc voilà, la banque, elle le fait fructifier pour elle. Et on a d'un côté le système bancaire avec les dépôts, et de l'autre côté, on a le consortium de l'épargne, ou plutôt le cartel de l'épargne. Moi, j'appelle plutôt ça le cartel de l'épargne, parce que on a un système en fait qui permet à certains acteurs, donc en l'occurrence les banques, les assureurs, les fonds de pension, etc., qui permet de facturer des commissions qui sont souvent, 99% du temps, exprimées en pourcentage, mais qui ne sont jamais converties en termes d'euros. Donc on va vous dire, on a une assurance vie, on va vous proposer une assurance vie avec 1,5% de frais de gestion tout au long de la durée de l'investissement, que vous gagnez ou que vous perdiez, mais 1,5% sur 1 million et 1,5% sur 10 000 euros, c'est pas les mêmes montants. Donc l'investisseur s'en rend pas compte tout de suite. Et en plus, vous allez avoir souvent des frais d'entrée qui vont devoir être négociés, des frais de gestion qui peuvent être négociés aussi, et des frais de sortie. Lorsque vous voulez casser un contrat d'assurance vie, lorsque vous voulez casser un contrat qui est légiféré par l'État, il y a toujours des frais. On ne sort pas gratuitement. Donc voilà, c'est un peu le système qui existe actuellement. Donc l'enjeu majeur et la problématique de cette présentation, c'est où et comment investir mon argent efficacement, sans se faire ponctionner des frais, et surtout en plaçant son argent sur des supports rentables pour l'épargnant et non pour l'État ou pour la banque ou pour l'assureur ou pour l'intermédiaire. Donc la mission un petit peu du fonds, donc c'est d'accéder au club deal facilement. Donc le club deal facilement, c'est quoi? D'accéder au club deal facilement, ça veut dire quoi? Ça veut dire notamment via la plateforme d'Overlord, pouvoir voir les opportunités d'investissement de façon digitale. Vous vous connectez, c'est pareil, j'ai donné l'idée à Rémi du QR code qui peut être sympa. Vous avez le QR code, vous scannez, vous êtes directement inscrit, vous rentrez vos noms, vos prénoms. Il y a un KYC aussi à passer et vous avez accès au Club Deal. Donc le Club Deal, c'est un SaaS, on va dire, c'est une première étape qui vous permet de regarder ce qui se passe. Ensuite, on a la deuxième étape, moi je vais vous approuver et vous allez pouvoir directement investir sur la plateforme, via un montant défini et via un contrat de souscription qui va vous engager en tant qu'associé, actionnaire de la société à capital variable. Donc profitez des opportunités d'investissement, donc ça je l'ai dit. Proposez surtout une alternative au système actuel que vous devez certainement être, dans lequel vous devez certainement être, et rendre à l'investisseur le pouvoir sur son argent. C'est bon, tout est clair pour l'instant? Donc c'est quoi le Club Deal pour investisseurs? Donc gestion passive. Donc nous on a une méthode qui existe depuis plusieurs années, qui vient des États-Unis. C'est pas moi qui l'ai inventée. C'est la méthode du momentum. Donc le momentum, c'est quoi? C'est acheter les actifs qui performent à un moment donné et vendre ceux qui performent pas. Voilà. Donc une gestion passive, on laisse faire le marché. Le marché nous dit d'acheter, en ce moment, on a un bon exemple. En ce moment, le marché nous dit d'acheter de l'or, des valeurs de croissance et des valeurs value, de valeur. Voilà, il nous dit d'acheter ça. On se pose pas la question, c'est un calcul mathématique, c'est un calcul de moyenne de performance, c'est une moyenne sur 3 mois, 6 mois, 12 mois. On prend les ETF qui ont les meilleures moyennes et on achète ceux-là. On fait rien. Et à la fin du mois, s'il faut changer, on ajuste. Mais il y a des périodes, parfois on fait rien pendant 6 mois, pendant 1 an. Et on continue à capitaliser. Donc c'est automatique, c'est une méthode d'investissement qui est automatique. On appuie sur un bouton et on investit directement. Économique, peu de frais. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que moi, voilà, j'ai toujours voulu. Je me suis dit, dans quoi aujourd'hui je peux investir ? Dans quoi je pourrais mettre mon argent? Parce que je sais comment ça fonctionne, les frais, etc. Et je sais que 100 000 euros investis en T0, si on laisse investi pendant une vingtaine d'années et qu'on a des frais de gestion de 1,5%, l'intermédiaire mange 50% de la plus-value à terme. Donc ça, je l'ai simulé, j'ai fait des vidéos notamment sur YouTube pour simuler en fonction des différents pourcentages, c'est énorme. Mais on s'en rend pas compte, parce qu'on ne sait pas.
Donc ça, c'est vraiment un truc que... Et moi, j'ai structuré ce fonds-là, justement, pour me dire, voilà, est-ce que toi, tu mettrais de l'argent là-dedans? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu pourras investir? Donc j'ai fait ça pour moi, dans un premier temps, et pour proposer ça aussi à des investisseurs, à de la famille, à des amis que je connais, pour leur permettre d'investir correctement. Et cette méthode-là, elle a une performance, elle a un historique qui est de 10% de rendement en moyenne. Alors forcément, il y a des années qui vont être négatives. Si je vous disais, vous mettez 100 000 € aujourd'hui et vous êtes sûr d'avoir 10% tous les ans, ça serait vous raconter des cracks et vous mentir. Je serais un escroc, c'est pas ce que je suis. Donc c'est backtesté depuis plusieurs années. On a eu des années, par exemple les années après Covid, on a fait 20-25% en moyenne. 2020, on a fait 20% pendant le Covid. 2021, on a fait 25%. Et en 2022, on a fait moins 11%. Voilà. Je vais vous présenter après les graphiques qui vont montrer un petit peu ces performances. Donc c'est un outil, c'est majoritairement un outil de diversification. Donc la manière d'investir, elle est simple. La société civile, donc le fonds, le SPV, collecte l'argent des investisseurs et tous les mois investit dans les 3 ETF du moment. Voilà, donc on a ETF A, B et C. C'est pas plus simple que ça. Enfin, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, c'est une méthode, c'est un calcul. Donc les ETF, donc je sais pas si tout le monde connaît ou sait ce que c'est un ETF. C'est un Exchange Traded Fund. En français, on pourrait traduire par tracker ou suiveur en fait. C'est un produit financier qui réplique la performance d'un autre indice. Donc là, j'ai pris l'exemple du CAC 40. Donc ça, c'est l'indice du CAC 40 avec les 40 valeurs du CAC 40 et l'ETF CAC 40, voilà, qui réplique exactement la performance du sous-jacent. Là, j'ai pris le S&P, donc là, en vert et rouge, donc c'est le graphique du S&P, et le SPY, c'est l'ETF qui réplique la performance du S&P. Donc voilà, au lieu d'acheter les 40 valeurs avec des frais exorbitants, on achète l'ETF, on a un frais de courtage et basta. Voilà, et souvent moindre que lorsqu'on achète les valeurs du CAC 40 même. Donc le momentum, c'est quoi concrètement? Donc là, j'ai pris un exemple. Donc c'est un bond du Trésor américain. Alors le momentum, il va nous dire à un moment donné, il va falloir acheter et à un moment donné, il va falloir sortir. Vous voyez bien qu'on n'achète pas au plus bas et on vend pas au plus haut. Forcément, parce que on a une moyenne de 3 à 6 mois qui nous donne des décalages. Mais dans 99% du temps, je vais utiliser cette expression que tu as utilisée tout à l'heure, Rémi, on prend le gras de la tendance. Voilà. Non mais c'est vrai, on prend les 60, 70, 80% de la tendance, d'une tendance haussière. Et nous, on joue toujours les hausses, on joue pas les baisses. C'est compliqué et c'est pas l'objet de l'investissement à long terme. Donc en gros, le momentum, à cette période-là, il nous a dit d'acheter à ce moment-là et il nous a dit de vendre à ce moment-là. Donc vous voyez qu'on a quand même capté 70% de la tendance à prendre. Et là, on est sorti, on a acheté autre chose. Donc le partage de la valeur. Donc il faut savoir que dans le fond, on n'a pas de frais d'entrée, pas de frais de gestion, pas de frais de sortie. On a juste les frais opérationnels. Les frais opérationnels, c'est quoi? C'est les frais de la plateforme Overload. C'est 4 000 € par an. Voilà, c'est transparent, c'est réparti entre les investisseurs. Aujourd'hui, le fonds, on a collecté 450 000 €. Donc il y a 450 000 € qui sont actuellement investis en bourse et il y a 4 000 € tous les ans qui vont être prélevés pour rémunérer notre partenaire Overload. Voilà. Donc à la fin de l'investissement, donc l'investisseur récupère 100% de son capital plus 80% de ses plus-values. Les derniers 20% vont aller pour la rémunération de la société, du SPV. C'est clair? Donc une solution, la méthode Momentum et ses résultats. Donc là, moi j'aime bien étudier les chiffres et les stats, le track record un petit peu de la méthode. Donc là, on est parti sur des statistiques enregistrées depuis décembre 2006 à ce jour. Donc on compare toujours, lorsqu'on compare un fonds ou lorsqu'on compare une stratégie, on est toujours obligé de la comparer par rapport à un indice de référence, par rapport à un benchmark. Là, on a utilisé le S&P parce que c'est l'indice phare américain des 500 plus grosses valeurs. Donc on voit que le fonds, il fait 9,55% de rendement annuel, alors que le S&P, il fait 9,83%. Donc légèrement moins.
La perte maximale à un instant T, elle a été de moins 20%. Donc le fonds, il a perdu moins 20% à un moment donné. Alors que la S&P, il a perdu moins 55%. Moins 55% ou moins 40 ou moins 30, qu'est-ce que font la majorité des gens? Ils vendent. Voilà. Alors, avec le fonds, ça permet aussi de ne pas réagir face à nos émotions. La majorité des gens, lorsqu'ils font eux-mêmes ça, c'est une méthode qui existe aux États-Unis depuis 20-30 ans. Sauf que les gens, ils ne le font pas eux-mêmes. Pourquoi ils ne le font pas eux-mêmes? Parce que justement, ils ne maîtrisent pas leurs émotions. Dès que ça va perdre 10, 20, 20%, ils vont vouloir vendre. Alors que dans le fond, on est quand même capsulé et on applique une méthode qu'on respecte rigoureusement. Ensuite, la volatilité, donc là c'est la propension de l'actif, enfin de la valeur du fonds à bouger. On voit qu'elle est légèrement inférieure à la volatilité du S&P. Bon, je ne vous prends pas la volatilité du Bitcoin, on est à 60%, ça c'est un autre débat, et on n'a pas de Bitcoin dans le fond. Même si plus tard on pourra intégrer des ETF Bitcoin, lorsque les talons or, ce sera un petit peu considéré comme les talons Bitcoin pour l'or digital. Mais bon, on n'en est pas là. Le ratio de Sharpe, c'est un indicateur qui permet de mesurer le rendement moyen divisé par la volatilité. Donc plus on se rapproche de 1, mieux c'est. Voilà, donc l'historique des rendements passés, donc depuis 2007, hein, donc je vous ai dit tout à l'heure, donc 2007 on a fait 25%, on a eu moins 7% en 2015, moins 3,3% en 2018, moins 11% en 2022 avec la hausse des taux, je vais l'expliquer tout à l'heure, mais comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez, en plein Covid, on était à 20% de performance annuelle en 2021, enfin, l'année dernière on a fait 8,26%. C'est pas terrible. Donc, une méthode antifragile simple et efficace. Donc ça, c'est un graphique qui prend un track record depuis 1973. Donc forcément, vous allez me dire, les ETF à l'époque, ça n'existait pas, mais on a simulé en fait via des fonds qui existaient déjà sur le marché. On a répliqué les performances. Donc sur presque 50 ans, on a gardé des pertes faibles et des gains supérieurs au S&P. Donc en 1973, c'était la crise pétrolière. Je sais pas si tout le monde l'a vécu ou si tout le monde était né, je pense pas. Le S&P, il a pris moins 43%. Le fonds, il a fait plus 80%. Pourquoi? Parce que le fonds, il était investi dans les matières premières, certainement dans l'or. J'ai pas vu les actifs, mais ça devait certainement pas être sur des actions ou des obligations. Le crack de 87, la bulle Internet, les subprimes, plus grosse chute. Les subprimes, c'est la crise de la dette aux États-Unis. Moins 51%. Le fonds, il a fait moins 17%. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que lorsqu'on fait moins 17%, on va beaucoup plus vite à repartir, alors que moins 51, pour revenir au même niveau, il faut faire 100%. Alors que là, on est déjà à 100%, on est déjà au-dessus. Donc ça permet de repartir et de réinvestir correctement tout de suite en minimisant nos pertes. Là, on a eu le Covid, moins 19, moins 5, et la hausse des taux en 2022, moins 25, moins 14. Ça, c'est une autre méthode qui ressemble à celle du momentum. Donc ça, c'est les crises depuis 2007, donc c'est un petit peu ce que je viens de vous expliquer, baisse des valeurs tech et hausse des taux, Covid, donc forcément on a eu, ça a bougé, hein, l'investissement en bourse c'est pas linéaire, il y a de la volatilité et il y a des mouvements, tous les jours ça bouge, tous les jours on peut recalculer des net asset value, enfin des évolutions de portefeuille. Ça c'est un petit graphique pour vous présenter que voilà, 200 000 euros investis en 2017 ont donné 478 000 euros. 478 835 euros en 2024, donc forcément aussi avec des périodes de creux, hein. Vous voyez que là on a perdu à peu près 50 000 euros, là on a eu une petite baisse aussi, et en 2015 aussi. Donc les conditions pour investir. Donc moi c'est un petit peu pareil, c'est comme Rémi. En fait au début j'avais la prétention et puis l'ambition d'avoir un ticket minimum beaucoup plus élevé, mais en fait je me suis rendu compte que pour
comment dire, pour goûter au produit, il fallait que ça soit attrayant et qu'il y ait un minimum de capital. Donc je suis pas parti sur 500 ou 1000 euros parce qu'après ça allait être trop compliqué à gérer. Je suis parti sur un investissement minimum de 10 000 euros. Voilà. Et je me suis rendu compte en fait que j'avais intéressé beaucoup de personnes qui ne connaissaient rien du tout à la bourse et rien du tout à l'investissement. Donc ça a permis de démocratiser un peu la chose et de faire rentrer des personnes qui n'y connaissaient rien du tout. Les conditions aussi, c'est de ne pas avoir besoin de cet argent pour ses dépenses courantes. Donc on est bien d'accord que c'est pas de l'argent que vous allez avoir besoin de tous les jours. C'est de l'argent que vous avez immobilisé, qui dort, ou vous avez hérité, ou qui est mal investi. Qui peut être investi dans le fond. La durée d'investissement minimum, moi j'ai mis 5 ans, mais ça c'est toujours le même problème. On est bloqué pendant une année pour des raisons juridiques, hein, donc il y a 1 an minimum de durée de détention, mais plus on va laisser les intérêts composés et les rendements capitalisés et réinvestir tous les ans, plus on va bénéficier de l'effet de levier des intérêts composés sur les années. Donc 5 ans minimum, 10 ans, c'est des durées conseillées d'investissement. Il n'y a pas de garantie de rendement, il n'y a pas de garantie de capital. Je suis pas une banque, je m'appelle pas je suis pas l'État, je peux pas garantir ces choses-là. Et puis si je le garantissais, ça serait comme je vous disais tout à l'heure, être un escroc ou un menteur. Donc, qui peut investir dans le véhicule d'investissement? Comme Rémi, un petit peu, c'est pareil, hein, des personnes physiques, hein, vous et moi, et des sociétés. Voilà, on a des SCI, on a des holdings, on a des personnes physiques, voilà, on a un petit peu tout. Est-ce que je peux retirer mon argent à tout moment? Oui, après 1 an de détention. C'est un virement, c'est pareil, c'est 2-3 jours, le temps de récupérer les fonds et de faire le virement. Quelle est la fiscalité à la sortie pour l'investisseur? Donc le prélèvement forfaitaire unitaire de 30% pour les personnes physiques, la flat tax, hein, bien sûr, et l'IS pour les personnes morales. Donc l'opportunité de moment. Donc ça c'est le passage à l'action. Donc c'est une citation que j'aime bien, c'est Brian Tracy, c'est un formateur américain. The distance between your dreams and reality is called action. Donc moi j'aime bien dire ça parce que en fait, il y a beaucoup de personnes qui attendent toujours l'opportunité. Ouais, demain, ça sera un jour meilleur. Demain, j'aurai l'opportunité d'investir dans un truc meilleur. Demain, je ferai ci, demain, je ferai ça. Et en fait, ils font jamais rien. La majorité des gens, ils font jamais rien. Le meilleur moment pour investir, c'était il y a 30 ans. Et le deuxième meilleur moment pour investir, c'est maintenant. Voilà. Enfin, c'est ce que je crois, du moins. Voilà, donc un petit peu comme Rémi aussi, n'hésitez pas à scanner le QR code, à vous inscrire pour rentrer dans le Club Deal, et ensuite je vous autoriserai à avoir l'opportunité d'investissement qui se propose. Moi l'opportunité elle est toujours la même, c'est toujours la même, hein. C'est les fonds rentrent, ils sont directement investis. Généralement, c'est le premier ou le deuxième du mois suivant, hein. Et j'ai aussi une chaîne YouTube sur laquelle je me suis... alors, j'ai fait ça un petit peu en mode, pas professionnel, mais en mode plutôt partage de l'information, partage de contenu pour expliquer la méthode. Il y a beaucoup de graphes, beaucoup d'informations. C'est réservé à un public quand même averti, mais vous pouvez aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse ou si vous êtes intéressé par tout ce qui est... investissement passif en bourse. Voilà pour ma présentation. N'hésitez pas à scanner le QR code, hein. C'est gratuit, il ne faut pas payer, il n'y a pas de loup. Vous pourrez découvrir la plateforme assez rapidement. C'est le même process que Rémi. Voilà. Des questions? Ah, merci. Qui investit en bourse aujourd'hui? Déjà fait un peu. 1, 2, ok. Comment J'ai fait un peu, mais j'ai arrêté. Pourquoi t'as arrêté? Pour d'autres projets. D'accord. Je m'y remets. Ok. D'autres personnes? Non? Des ETF, des actions? Non? Ok. Qui investit dans l'immobilier? Un peu plus là. Ok. On en parlait tout à l'heure au début avec Rémi. Ouais, il n'y a pas 36 façons de faire fructifier son argent aujourd'hui en France. Il y a soit détenir une société, avoir une société d'exploitation et faire du business, soit l'immobilier, achat-revente, location, etc. Soit la bourse. Et puis je dirais le quatrième, c'est les crypto-monnaies. Enfin,
j'aime pas parler des crypto-monnaies en général, mais pour moi, le Bitcoin, c'est un investissement dans de la valeur qui est comparable à l'or aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de 36 façons d'investir, et c'est sûr que si on compare la crise des subprimes avec la performance de la bourse en 2008, c'est les mêmes, enfin, ça a pris aussi cher que l'immobilier. Ouais. Ouais, c'est vrai. On n'a pas du tout de visu sur l'expérience utilisateur, donc là il y a une application. Ouais, Là, c'est à toi de le faire, c'est à toi d'y aller. Non mais tu peux t'inscrire, voilà. C'est... Là quand quand le choix des valeurs, des ETF, des actifs, ouais. Ouais. Alors, tu vois, t'es notifié, ça se fait à quel moment? Voilà. Alors tous les mois, c'est comme Rémi, c'est pareil. Moi, je peux pas prendre l'argent des gens et décider de l'investir dans ce que je veux. C'est interdit, j'ai pas le droit. Donc la société de gestion, qui est une holding, elle doit tous les mois procéder à un vote des actionnaires. Donc tous les mois, vous recevez un mail pour vous dire, vous devez aller sur la plateforme et voter la décision d'achat des 3 ETF du moment à acheter. Les options sont suivantes, du coup. Voilà, c'est pareil, c'est comme Rémi, si vous ne votez pas, c'est automatiquement oui, si vous votez non, généralement ça n'arrive pas, sinon vous ne souscrivez pas au fond. Dans les faits, il y a 80% des gens qui ne votent pas. Moi ? Non, moins, beaucoup moins. Moi j'ai 40% des gens qui ne votent pas. Ouais. 40%. Ouais. Il y en a qui dorment, il y en a qui... Non mais c'est ça, c'est toujours pareil, il y a toujours des investisseurs, il y en a, ils vont mettre 50 000, ils en ont rien à faire, ils me disent rappelle-moi dans 10 ans ou rappelle-moi dans 5 ans. Non mais c'est vrai, ça dépend des thématiques et des profils investisseurs. Il y en a, ils vont... Dans ton pitch, j'explique que le but du momentum, c'est d'éviter l'émotionnel. Du coup, vu qu'il y a des votes tous les mois... Alors, l'émotionnel, il est quand même là, non ? Non, alors en fait, je l'ai peut-être mal exprimé et je l'ai mal transmis. La décision, en fait, tous les mois, c'est pas moi qui vais décider d'investir sur tel ou tel ETF. C'est d'après un calcul de moyenne mathématique. J'ai un tableau Excel dans lequel j'ai les 13 ETF disponibles pour investir. Je calcule les moyennes et chaque fin de mois, je fais le calcul. Et je prends les 3 meilleurs. Et je dis aux investisseurs, bah voilà, ce mois-ci, la méthode nous a donné les 3 meilleurs ETF, c'est l'or, les values, les croissances. Voilà. Ça peut être les obligations. Si le vote dit massivement non, il dit non, si le vote... il dit non à la sortie dans les autres valeurs d'avant ou il dit non à l'entrée dans la nouvelle valeur? Non, dans les nouvelles valeurs. Mais tous les mois, il y a un vote. Non, c'est une autre proposition. Comment? Si la réponse est non. Généralement, c'est souvent oui, parce que lorsqu'ils investissent, ils cautionnent la méthode. Non, on est d'accord. C'est ce que je veux dire. Moi, il y a quand même un choix. Donc... Oui, il y a un choix, bien sûr. Bon, pour l'instant, ça m'est jamais arrivé. Ça a dû déjà arriver, Gaspard, dans les... Pour la forme, bon, parce qu'il y a une relation de confiance. C'est ça, ouais. Donc, au contraire, c'est plus l'occasion d'être éduqué financièrement, de s'intéresser aux produits, de savoir comment on investit. C'est intéressant, c'est plus l'occasion d'une discussion pour ceux qui sont intéressés. C'est ça. Les autres sont plutôt passifs, ils sont tranquilles. Ouais, voilà. Il y en a quelques-uns qui m'appellent, qui me disent voilà, j'ai voté. Puis il y en a d'autres. Non mais ils sont occupés par leur job. C'est pas leur truc. Et... Au final, c'est plus une question pour la forme, puisque comme tu l'as dit, en souscrivant au tout, normalement on souscrit à la méthode. Du coup, j'imagine que sur la durée, la majorité vont arrêter de voter. Pourquoi? Si tout de même... Ils vont s'intéresser justement aux actifs. Non, mais ils peuvent s'intéresser. Oui, d'accord. Pour l'instant, on n'a pas eu de grosse crise depuis qu'on a commencé. On a commencé à investir début décembre 2024. Donc, on n'a pas eu de grosse crise. L'avantage de ce système-là, par rapport à ce que moi j'ai connu, c'est que tu l'as en sécurité, en sérénité. Et tu as une éducation en fait sur la bourse. Parce que quand tu le fais toi-même, pour l'avoir fait, c'est ce que je disais, c'est ce que tu expliquais. Clairement, tu te retrouves à des moments où tu te dis oh, j'ai une grosse perte. J'enlève, je vends. Tu flippes. T'as pas ces moments-là. Et la méthode aussi, je l'ai peut-être pas bien expliqué. En fait, la méthode, elle nous permet justement de pas être dans ces phases de moins 50, moins 40. Tout de suite, le portefeuille, se réajuste automatiquement. Je l'ai pas assez peut-être bien expliqué, mais avant le Covid, enfin c'est bête, c'est con, mais début février, la méthode, elle nous a dit sors des actions. Sors des actions, achète des obligations d'entreprise, des obligations d'État et de l'or. On est resté sur ces 3 mêmes actifs jusque mai. Mais on a dit, la méthode nous disait Nasdaq, S&P et valeurs de croissance. Et depuis mai, pendant 1 an et demi, on n'a rien touché. On a fait, je l'ai pas mis, mais ça fait 70% en 1 an et demi.
Et on a rien touché. La méthode, elle continuait. En fait, il y avait des acheteurs sur ces ETF-là, sur ces domaines d'investissement. Et nous, on a suivi la tendance. Après, on a réajusté au bout d'1 an et demi. Ça a changé un petit peu. Et puis là, on est reparti sur une phase. Là, on est plutôt en mode. En ce moment, on est plutôt en mode défense. Avec tout ce qui se passe au niveau géopolitique, c'est plutôt l'or. Pas trop les obligations parce que c'est pas le moment non plus d'investir là-dedans, mais c'est tout ce qui est or, valeur de value, les actions value, qui sont plutôt en tendance en ce moment. Voilà. Peut-être dans 3 mois, ça sera les mêmes, peut-être ça va être carrément différent. Peut-être que dans 3 mois, la méthode elle va nous dire bah faut racheter le Nasdaq à fond parce que Trump il a parlé, il a dit un truc sur le Bitcoin. Non mais ça varie en fait, tous les mois ça varie. Voilà. Bon, je pense qu'on va pouvoir manger. On va pouvoir manger un petit truc, ouais, super. Merci. Il y a d'autres questions, non? C'est bon? C'est bon? Merci. Tu voulais clôturer? Si, bon, clôturer avec toi. Content d'avoir partagé cette expérience avec toi et Gaspard aussi qui a fait merci Gaspard qui a fait le déplacement depuis Paris pour être avec nous ce soir. Merci à tous d'avoir été présents et de nous avoir écoutés pendant 7h30. On vous a préparé un petit cocktail dînatoire pour conclure et puis poursuivre les échanges d'une manière un peu plus conviviale. On reste disponible. Si vous souhaitez mes coordonnées, venez me voir. Après, je vous les transmettrai pour ceux qui ne les ont pas. Thibaut, vous les avez ici. Et puis aussi, je voulais dire, Kevin, notre monteur vidéo, va nous préparer 2 petites vidéos, une vidéo focus immobilier et une plutôt bourse qu'on remettra dans le chat pour que vous puissiez revoir et partager si vous avez des connaissances ou des amis. Et une captation longue pour en replay si vous voulez vous refaire une soirée film autour de l'investissement. Avec les enfants. Merci à tous et puis bon appétit. Merci.